Alors, le mot a été cité plusieurs fois. On va maintenant parler décarbonation avec trois experts qui je demande de venir me rejoindre, s'il vous plaît. Euh, alors, à mes côtés, Antoine Berbin. Bonjour Antoine. Vous êtes directeur général délégué de Aropa Port, hein, direction territoriale de Paris. Et vous venez pourtant de Rouen. Merci d'être arrivé à l'heure pour cette table ronde. Dominique Ritz, vous êtes directeur territorial du bassin de la Seine et Loire-Aval chez VNF Voies Navigables de France, du moins pour le moment. Antoine Frémont, vous êtes professeur au CNAM, chaire transport, flux et mobilité durable. Et là, on a trois micros, trois personnes, ce sera plus facile que tout à l'heure. La décarbonation, Antoine Frémont, vous avez accepté de nous faire une petite définition. C'est un terme qu'on a déjà entendu. Je ne sais pas si tout le monde est vraiment familier de ce terme et d'aucuns butent un peu sur décarbonation, décarbonisation. Alors, qu'est-ce qu'on doit dire et qu'est-ce que ça veut dire? Alors, donc, le décarbonation, décarbonisation, décarbonatation, on peut employer les trois termes. Et donc, ce qui est important, c'est dans ces termes-là, c'est la réduction des gaz à effet de serre et qui ont été pointés comme responsables du réchauffement climatique par les experts du GIEC. Et donc, c'est la diminution, la réduction des gaz à effet de serre. Et donc, et on l'a vu. Le lien du carbone à l'effet de serre, vous me le réexpliquez? Donc, tous ces dioxydes de carbone, c'est celui qu'on prend comme unité de mesure, mais il y en a d'autres. Mais simplifions et prenons celui-là. Hein, et donc, c'est cette réduction. Et donc, comme ça a été très bien dit dans la table ronde précédente, il y a urgence. Parce que on est sur des projections beaucoup plus fortes que ce qui était prévu. Je rajouterai quelque chose par rapport à ce qui a été dit précédent, c'est qu'on a aussi de possibles effets d'emballement. C'est-à-dire que la communauté scientifique est en train de pointer du doigt qu'on n'est pas face à des projections linéaires, mais qu'à un moment, on pourrait avoir ce qu'on appelle en anglais les tipping points, et où on a des effets de bascule, et où on rentre dans quelque chose de complètement nouveau et d'incertain. On peut par exemple penser à ce qui se passe pour les océans, les mers et les océans, en termes de courant océanique. Et donc, cette réduction des gaz à effet de serre, la décarbonation, ça passe par nous affranchir de notre dépendance aux énergies fossiles. Voilà, et principalement. Or, on vit sur ces énergies fossiles depuis la révolution industrielle. Alors, il faut dire que ces énergies fossiles, pétrole, gaz, elles sont extraordinaires parce qu'elles ont des capacités énergétiques fantastiques et en plus, elles sont très flexibles, stockables, donc elles ont énormément d'avantages. D'où notre dépendance aujourd'hui à ces énergies. Donc, la décarbonation, c'est tous les moyens qu'on va pouvoir mettre en œuvre, techniques, humains, etc., pour aller vers cette décarbonation et vers l'objectif de l'accord de Paris 2050 d'être neutre en carbone donc à cet horizon 2050. Et puis je rajouterai parce que ça me paraît aussi très important, et ça vaut particulièrement pour l'Union européenne, il faut le dire aussi, il y a cette dépendance géopolitique par rapport aux énergies fossiles. Donc, c'est coup double, c'est-à-dire que c'est non seulement on a un objectif par rapport au climat et par rapport à la biodiversité, parce qu'effectivement, derrière le climat, il y a toutes les questions de biodiversité, mais il y a aussi un enjeu majeur de nous affranchir d'une dépendance au pétrole qui avait été révélée par les deux chocs pétroliers de 73 et de 79 et que la guerre en Ukraine là révèle encore un peu plus. Et l'Europe, qui n'a pas de pétrole, contrairement à l'Amérique du Nord, peut être pionnière du fait de ces contraintes qui sont très fortes, mais qu'il faut retourner en avantage en matière de décarbonation. Un tout petit mot peut-être sur l'évolution historique à la fois sur le mot et sur la prise de conscience. Quand est-ce qu'on a commencé, notamment en Vallée de Seine, à penser à la décarbonation? Alors, je pense qu'en Vallée de Seine, comme l'a dit Pascal Berthaud précédemment, l'environnement,
on s'en fichait un petit peu, les 30 glorieuses. On est dans les zones industrialo-portuaires, on est dans des taux de croissance extraordinaires. C'est l'industrialisation, c'est la canalisation de la vallée de Seine. La prise de conscience, ça s'est fait progressivement et je pense c'est quand même là, c'est très, très révélateur. C'est le premier débat public, c'est pour 2000 et c'est 1997. Et donc, c'est la loi Barnier de 95. Et ensuite, on a eu toute une série de débats publics, mais le premier débat public et qui pose des questions d'environnement, on n'est pas encore sur les questions de climat, mais de restauration de l'estuaire de la Seine dans toutes ses dimensions, notamment pour les vasières et donc pour tout l'écosystème de la vallée de Seine en matière de pêche. Et ces questions-là, elles sont posées avec un grand projet portuaire. Et donc, on ne fait plus le projet portuaire comme on le faisait jusque dans les années 70, mais on conçoit le projet portuaire et industriel en tenant compte de l'environnement. Et donc, ça, c'est une rupture. Et je me disais que les collègues d'Antoine et Dominique ils ne vous reconnaîtraient pas aujourd'hui dans ce que vous faites finalement, parce que vos métiers ont changé du fait de cette prise en compte de la dimension environnementale dans les projets de transport et dans les projets industriels. Dominique Ritz, sur la décarbonation du transport fluvial. Alors, il y a deux niveaux et votre première réponse, c'était de me dire déjà que vous êtes intrinsèquement décarboné. Alors, ça veut dire quoi? Merci. Alors, effectivement, d'abord, le transport fluvial est engagé dans la décarbonation et donc engagé dans ce qu'on appelle, nous, la transition énergétique, résolument, et j'y reviendrai. Mais effectivement, et c'est très important, me semble-t-il, à avoir à l'esprit, c'est que le transport fluvial est d'ores et déjà un mode propre. Alors, par rapport à d'autres, c'est ça que ça veut dire. Évidemment, par rapport à d'autres. Mais j'ai en mémoire, il y a quelques semaines, nous organisions notre congrès annuel sur la transition énergétique du transport fluvial, un événement que VNF organise depuis 3 ans pour accompagner justement cette transition énergétique dans le transport fluvial, pour rassembler l'écosystème, l'ensemble des acteurs, les transporteurs, les motoristes, etc., autour de cette thématique. Et nous avions fait venir François Gémen. Alors, François Gémen, c'est un membre du GIEC de renom. Voilà, un climatologue, un chercheur, et il est membre du GIEC et il est l'auteur ou co-auteur des rapports qu'aujourd'hui produit le GIEC et dont on entend extrêmement parler, et qui nous disait, un petit peu poil à gratter, nous disait, mais le sujet aujourd'hui dans le fluvial, ce n'est pas de transformer la motorisation du fluvial, c'est de l'utiliser. Vous avez un élément de solution au travers du transport fluvial. Et donc effectivement, le transport fluvial aujourd'hui, c'est 5 fois moins de CO2 à la tonne transportée que le transport routier. Aujourd'hui, c'est une étude de 2019 de l'ADEME qui nous le dit. Si on prend le bassin de la Seine, si on prend l'axe Seine, 22 millions de tonnes en 2021, 3,8 milliards de tonnes kilomètres transportés, c'est 270 000 tonnes de CO2 qui sont évitées. C'est plus d'1 million de camions de moins sur les routes. Et quand on met ces camions bout à bout, ça représente à peu près 20 000 kilomètres de moins de camions sur nos routes. Donc moins d'embouteillages, Et donc au-delà même de l'économie générée par le transport fluvial, toutes les économies faites par le moins d'embouteillage, parce que moins de présence sur les routes, ça contribue aussi à réduire les effets de serre. Et à une époque où on parle aussi économie d'énergie et sobriété, on a ce mot à la bouche partout, eh bien, penser fluvial, c'est aussi penser sobriété, puisque c'est 4 fois moins d'énergie à la tonne transportée que le transport routier. Et si on regarde ce que représentent aujourd'hui ces 22 millions de tonnes qui ont été transportées sur l'axe Seine, ces 3,8 milliards de tonnes kilomètres qui ont été faits, eh bien, ça représente 8,35 TWh d'économisés si on les avait faits par la route. C'est l'équivalent, c'est 8,35 TWh économisés, c'est l'équivalent de la consommation de 3,8 millions de personnes. Ça commence à faire beaucoup de monde. C'est aussi l'équivalent en termes de production électrique de à peu près 2000 éoliennes, ces fameuses éoliennes de 2 MW que nous voyons pousser dans notre paysage au bout de mâts de 100 à 120 mètres de haut.
On a les moyens d'augmenter? Il reste de la place? Alors, sur la Seine, il reste énormément de place, hein, puisque aujourd'hui, donc, on a à peu près 20 millions de tonnes qui sont transportées. Il y a une vingtaine d'années, il y avait à peu près 50 à 60 millions de tonnes qui étaient transportées sur le bassin de la Seine. Donc, nous avons tendance à dire que sur la Seine, on pourrait multiplier par 2, par 3 les trafics sans grande difficulté. Ce qui me permet de dire deux choses à ce stade, puisqu'on a évoqué les problèmes de résilience au changement climatique et singulièrement les problèmes d'étiage. Ça a été évoqué par M. Caude. La Seine est résiliente aujourd'hui aux étiages grâce à deux choses. D'une part, les barrages de navigation qui maintiennent la ligne d'eau. Là, la slide n'a rien à voir avec le sujet. Et d'autre part, grâce à l'effet des Grands Lacs de Seine, ces Grands Lacs qui sont faits, donc qui sont gérés par l'EPTB Seine-Grands Lacs et qui à la fois préservent l'Île-de-France, Paris, les départements de première couronne des grandes inondations et qui, lorsqu'ils sont remplis dans les périodes plutôt hivernales et automnales, servent d'étiage en été et apportent à cette Seine 60 mètres cubes à 70 mètres cubes par seconde. Aujourd'hui, nous avons en Seine, donc à la fois grâce au barrage de navigation et à ces grands lacs de Seine, finalement, une situation extrêmement résiliente par rapport aux problèmes d'étiage. Ce n'est pas le cas de tous les bassins fluviaux, il faut le dire, c'est vrai. Hein, le Rhin il connaît des périodes d'étiage beaucoup plus dures, beaucoup plus problématiques. Sur la Seine, grâce à la fois donc, à ces grands lacs et à nos barrages de navigation, nous pouvons garantir des volumes d'eau très importants. Et ces volumes, ils servent à la fois pour la voie d'eau, mais ils servent aussi à de multiples autres usages que l'on voit beaucoup moins. Ils ont été évoqués, ceci étant, il y a quelques instants, le refroidissement d'installations industrielles, notamment nucléaires, le prélèvement d'eau pour faire de l'eau potable, mais c'est aussi des éléments de biodiversité. Lorsque vous avez des volumes d'eau, rejeter de l'eau qui a été retraitée, mais qui a un besoin d'oxygène très important pour j'allais dire, finir de se transformer, et bien, c'est possible. Si on la rejetait dans des milieux avec moins d'eau, ça pourrait poser des problèmes de mortalité piscicole que nous n'avons pas aujourd'hui en Seine. Alors, on va parler des actions à mener en matière de décarbonation. Et on reviendra sur votre slide tout à l'heure. Je me tourne vers Antoine Verbin. Vous êtes déjà, par la redéfinition de votre périmètre, j'ai envie de dire, vous êtes placé par rapport à l'acte Seine. Et peut-être un mot sur ce nouveau périmètre d'Aropa et sur... si vous n'avez pas éteint le bouton, il marche, mais peut-être, donnez-moi. Donc, on va remettre en marche. Et puis, si on enchaîne sur les actions que vous menez en matière de décarbonation. Merci, bonjour à tous. Vous nous avez présenté dans l'introduction comme 3 experts de la décarbonation. Moi, je ne me vis pas comme un expert de la décarbonation. Je pense qu'on doit tous le devenir pour autant. Et donc, on travaille beaucoup sur le sujet aujourd'hui. Vous avez aussi demandé à Antoine, l'autre Antoine, s'il fallait dire décarbonation ou décarbonisation. J'avoue que moi, vous avez une préférence? Moi, j'emploie plutôt décarbonation, mais je me dis, en réfléchissant et en entendant en me parler, que décarboniser, c'est finalement pas mal à dire parce qu'on n'a pas envie d'être carbonisé, en fait. Hein. Donc, voilà. Donc, alors que décarboner, c'est un peu moins incarné, peut-être. Je crois que c'est une différence de langue, en fait. En français, on devrait dire décarbonisation, mais comme on a tous un côté un peu decarbonation, voilà, mais non. Bon, donc voilà, donc ne soyons pas décarbonisés ensemble, et donc il faut tous, carboniser ensemble, donc décarbonisons, et il faut tous s'y mettre. Et de fait, effectivement, la vallée de la Seine est un territoire très important pour réussir les objectifs de décarbonisation, parce que à elle seule, d'un point de vue industriel, et dans sa partie normande, elle représente 15% des émissions de CO2 industrielles en France. Et donc, en fait, on ne doit pas seulement en parler, on doit réussir la décarbonisation de la vallée de la Seine, parce que sinon, on ne tiendra pas les objectifs que la France s'est donnés, notamment à l'international, en termes de réduction des gaz à effet de serre et des émissions carbone. Donc, à notre échelle, nous avons effectivement créé Aropa Port, qui est une innovation en termes d'organisation à l'échelle européenne, puisqu'on a rassemblé dans un seul établissement, dans une seule entreprise publique, 2 ports maritimes et un port fluvial. L'idée derrière ça, c'est d'incarner un corridor, un véritable corridor industriel et logistique, donc à l'échelle de la vallée de la Seine,
Voilà, et un corridor naturellement performant, en concurrence avec d'autres corridors internationaux, mais avec l'idée, aujourd'hui, je pense incontournable, que la décarbonation et la décarbonisation est un élément de cette performance dans lequel on doit s'inscrire, dans lequel on doit démontrer notre capacité à faire. Et pour ça, on a 3 leviers principaux qu'on pourra développer ensuite sur le thème des actions pour les expliquer un peu. Bon moment. Mais voilà, je voulais te dire, il y a 3 leviers. Il y a un levier qui a été évoqué par Dominique, qui est extrêmement important, c'est celui du report modal. Donc, au travers du transport fluvial et également au travers du transport ferroviaire. Donc, les modes de transport qu'on appelle, nous, massifiés, fluvial et ferroviaire, sont des modes de transport bas carbone, qui sont en fait les modes de transport du futur que l'on n'a pas besoin d'inventer parce qu'ils existent déjà. Et donc, le sujet, c'est les utiliser plus, mais beaucoup, beaucoup plus. Quand on utilise le transport fluvial, quand on met 1 tonne sur le transport fluvial, on divise par 5 les émissions de CO2 liées au transport de cette tonne de marchandises. Quand on la met sur le ferroviaire, on divise par 10. Donc, il n'y a pas beaucoup de technologies qui permettent de diviser par 5 ou par 10 les émissions de CO2 d'une activité humaine. Donc, le premier vecteur, levier, c'est le transport, c'est la multimodalité. Et là-dessus, je reviendrai sur le plan d'action peut-être un peu dans le détail et sur le programme d'investissement. Le deuxième sujet, c'est mettre à disposition des énergies moins carbonées pour le transport, mais également pour l'industrie. Et donc, on travaille à ça, notamment en développement des stations de distribution d'énergie alternatives aux énergies carbone sur nos ports. Et le troisième sujet, et là aussi, j'y reviendrai peut-être après, c'est celui de la décarbonation, de la décarbonisation de l'industrie en elle-même, qui elle, a aussi beaucoup de leviers sur lesquels elle doit travailler, notamment la sobriété, mais aussi, in fine, lorsqu'on a baissé, tout en restant performant, quand on a baissé ses émissions carbone au maximum dans le domaine de l'industrie, il reste du carbone émis. Alors, un mot peut-être sur ce projet que vous avez donc avec certains des gros pollueurs historiques. Pollueurs, ce n'est pas un mot sympa, mais c'est vrai, ils sont pollueurs. Ils sont aussi industriels, en fait. Hein, donc, et ils développent leur activité économique en concurrence avec d'autres entreprises. Et donc, on a un projet qui s'appelle ZIBAC pour zone industrielle bas carbone, qu'on va déposer d'ailleurs à un guichet de l'ADEME bientôt, qui est un projet qui fédère les associations représentant les industriels de la vallée de la Seine, au Havre, à Port-Jérôme, à Rouen, qui travaillent sur 4 axes: la sobriété énergétique, les énergies alternatives au pétrole, aux énergies carbonées pour faire tourner l'industrie, notamment l'hydrogène, hein, avec une très grosse usine de production d'hydrogène à Port-Jérôme, pour subvenir aux besoins des zones industrielles, l'écologie et l'économie circulaire, la façon de réutiliser les sous-produits déchets des uns comme des entrants industriels des autres, et, in fine, lorsque vous avez baissé les émissions carbone de ces industriels, à la fin, le captage du CO2 résiduel et son stockage. Et donc, les principaux industriels concernés, les plus gros émetteurs, 9 millions de tonnes de CO2 par an, sur les 77 millions de tonnes de CO2 industriel français, 9 millions de tonnes, c'est Total Énergie au Havre, c'est ExxonMobil à Port-Jérôme, c'est Yara sur la zone industrielle du Havre, et c'est Borealis à Rouen qui fabrique des engrais. Donc, ils s'associent, ils se fédèrent, ils mettent ensemble leurs expertises. Ils vont investir et co-investir dans des systèmes de captation des CO2 à la sortie des points d'émission de ce CO2, une canalisation commune à destination du port du Havre, la liquéfaction ensuite de ce CO2, puis son transport maritime vers des zones d'enfouissement en mer du Nord. Et donc, vous allez accompagner, soutenir cette démarche. Comment est-ce que vous intervenez avec ces 5 acteurs industriels? Notre métier principal à nous, c'est d'accueillir les entreprises et de permettre le développement de l'activité sur les ports. Et donc, nous, avec notre premier projet stratégique, Europaport à 1 an et demi, donc on a validé notre premier projet stratégique et notre premier programme d'investissement commun à l'échelle de la vallée de la Seine. C'est un programme d'investissement massif, 1,3 milliard d'euros. On n'a jamais investi autant, je pense, sur 5 à 6 ans sur un corridor industriel-portuaire comme ça. Donc, on a des investissements qui visent à développer la multimodalité. Il y en a plusieurs, mais j'en citerai peut-être 2. Le premier, peut-être, c'est la Chatière, au Havre. Donc, Antoine parlait tout à l'heure de Port 2000, qui était finalement une des premières très grosses infrastructures de la vallée de la Seine
qui s'inscrit dans une transition écologique importante où on fait attention enfin à la biodiversité, notamment sur l'estuaire de la Seine. La Chatière, c'est créer ce qui manque aujourd'hui à Port-de-Mille, c'est-à-dire un accès fluvial direct entre les quais maritimes et la Seine pour faire plus de transport fluvial. Et donc, moi, je suis très heureux de pouvoir dire que cette chatière, on va la réaliser. Même, elle manque depuis 2006, la date de livraison de Port-de-Mille. Et l'enquête publique démarre le 1er décembre prochain. Elle ira jusqu'à mi-janvier. Remettez donc vos avis, hein, dites si vous êtes pour, contre. Voilà. Si vous dites que vous êtes pour, c'est probablement mieux pour réaliser in fine la chatière et développer le transport fluvial. Donc voilà, des investissements dans le domaine de la multimodalité, aussi des investissements pour créer du foncier dans les ports. Très important. Mais ça, je pense important, qui a peut-être pas encore, enfin qui a été évoqué naturellement, mais je vais essayer de réinsister sur le sujet. On est dans une transition. Et donc, il s'agit de continuer à disposer des solutions liées au pétrole d'aujourd'hui et de les remplacer progressivement par de nouvelles solutions, de nouvelles énergies. Et ça nécessite plus de foncier. Parce qu'on ne va pas faire disparaître les raffineries aujourd'hui, en fait. On en a encore besoin. Et donc, on a besoin de plus de foncier économique dans les ports. Et donc, notre métier aussi, c'est effectivement également d'aménager de nouveaux terrains pour accueillir des nouvelles industries qui apportent des solutions décarbonées dans cette transition en cours. Dominique Ritz, peut-être un mot sur la multimodalité et sur l'adaptation des points l'adaptation des berges et des... J'arriverai pas. Vous voyez de quoi je veux parler. Donc, vous voulez parler du fait voilà. que à quai, on va alimenter électriquement les bateaux plutôt qu'ils l'utilisent pour leurs besoins électriques, les groupes électrogènes. Et là, on peut mettre la slide. Voilà, alors cette fois, la slide tombe au bon moment. Donc, effectivement, c'est une démarche qui vise à améliorer la performance écologique du transport fluvial. Le transport fluvial est un mode très performant, je le disais, mais il peut s'améliorer et nous sommes convaincus qu'il doit s'améliorer. Donc, ce n'est pas parce qu'on est très bon qu'il ne faut pas pour autant être encore meilleur. Donc, on y travaille notamment avec Aropa. Et donc là, dans une des actions que nous avons entreprises, c'est effectivement l'électrification à quai des bateaux. Les bateaux aujourd'hui sont stationnés à quai et ont des besoins électriques. Si vous prenez des bateaux de fret, ils sont à quai habités, les gens vivent dans ces bateaux. Aujourd'hui, lorsqu'ils s'arrêtent pour ces besoins électriques, eh bien, ils font tourner leurs moteurs ou ils font tourner des groupes électrogènes. Ces moteurs émettent évidemment des gaz à effet de serre. On peut en faire l'économie en autorisant des branchements électriques à quai. C'est toute cette démarche que nous avons engagée. 13 bornes ont déjà été mises en place à titre expérimental depuis 2019. Nous avons un programme de généralisation qui passe par une seconde étape, 78 bornes à l'horizon 2024. Donc, qui va en venir, j'allais dire, sur l'ensemble du bassin de la Seine pour permettre donc ces branchements à quai qui doivent permettre à terme de réduire considérablement donc, ces émissions à quai et donc ces tonnes de CO2, ce bruit aussi qui peut être voilà, gênant. Un mot rapide peut-être sur la décarbonation des bateaux qui circulent. Alors là, aujourd'hui, est-ce que vous avez une idée de la proportion des bateaux qui sont alimentés par des moyens décarbonés? Alors, il n'y a pas énormément de bateaux décarbonés aujourd'hui sur l'axe Seine. Il y a de plus en plus de bateaux qui utilisent des énergies biocarburants, donc issus notamment donc de cycles vertueux. Et en principe, on a à peu près un bilan carbone neutre. Pour autant, on a une très, très belle dynamique autour de l'électrification des bateaux. Alors, électrification avec des bateaux qui marcheraient avec des piles et qui seraient donc rechargés, ou des bateaux avec piles à combustible, donc à hydrogène. Et donc, on a une belle dynamique qui se met en place, qui s'adresse et qui aujourd'hui concerne plus les bateaux à passagers que les bateaux de fret, sans doute parce que la technologie est plus adaptée pour les bateaux à passagers que pour les bateaux de fret. Mais on a une très belle dynamique. Il y a 3-4 ans, on avait à peu près 2-3 bateaux qui étaient
concernés par la démarche de transition énergétique à peu près, démarche que nous finançons, cofinançons au travers du programme d'aide à la modernisation et l'innovation, le PAMI, qui est un peu le guichet pour les subventions publiques en la matière, qui est donc un programme qui est financé par l'État, Voies navigables de France, avec le soutien des régions, notamment, région Île-de-France, région Normandie, et qui bénéficie aussi du soutien de l'ADEME. On avait à peu près 2-3 bateaux. Aujourd'hui, on est à une dizaine de bateaux, entre 10 et 15 bateaux, qui aujourd'hui s'intéressent à cette dynamique-là. Sur un parc ? Sur un parc, alors, sur un parc, c'est un peu compliqué à compter. On a à peu près 900 unités flottantes sur le bassin de la Seine. Mais on s'aperçoit qu'on a vraiment une dynamique qui est en train de s'instaurer avec des bateaux qui, voilà, y compris d'ailleurs dans le transport de fret, commencent à s'intéresser donc à ces nouvelles énergies. On pilote des études pour essayer de comprendre justement comment doit se développer le schéma d'avitaillement. C'est très bien de vouloir transformer des bateaux, c'est très bien de vouloir avoir des bateaux électriques, encore faut-il, ou décarbonés, encore faut-il savoir comment on les alimente. Il y a donc toute question d'avitaillement. Donc, on a une démarche aussi avec Aropa, Avicaf, que nous menons. Et demain, et quand je dis demain, c'est vraiment demain, nous aurons un premier bateau à hydrogène de fret dans la logistique urbaine, dans Paris, avec, pour ne pas le citer, le Zoulou, qui est un bateau opéré par le groupe CFT Sogestran. Antoine Frémont, en réaction peut-être, et puis sur les actions que vous pensez importantes de mener en matière de décarbonation. En réaction, comme toutes ces actions, évidemment, elles sont fondamentales. On voit très bien qu'il y a beaucoup de leviers technologiques, et ces leviers technologiques, ils sont très importants. Donc moi, je voudrais insister en tant que professeur au Conservatoire national des arts et métiers sur le levier de la formation. Et donc, je pense que la décarbonation, finalement, elle va se faire aussi au quotidien, dans nos actes de la vie quotidienne et dans nos activités professionnelles. Et que donc, il doit y avoir une prise de conscience dans les métiers de cette nécessité de la décarbonation. Donc, on a au Conservatoire national des arts et métiers, moi je gère tout ce qui est les formations en transport et logistique. Eh bien évidemment, il ne s'agit pas à Bac+2, Bac+3, Bac+5. Alors, il ne s'agit pas de faire des logisticiens, des spécialistes de la décarbonation. Et effectivement, comme l'a dit Antoine Berman, on n'est pas des spécialistes, mais il y a des grandes transitions, il y a la transition numérique, il y a la transition énergétique, il y a cette transition, il y a ce face-à-face environnemental. Et donc, les logisticiens, les transporteurs, ils doivent avoir ça en tête. Et donc, pour qu'ils l'aient en tête, ça passe d'abord par la formation. Et donc, on doit intégrer dans nos formations cette dimension, je le répète, pas pour en faire des spécialistes, mais pour que de Bac+2 à Bac+5, un opérateur logistique dans son entrepôt, il optimise sa logistique, mais il a aussi le panorama d'ensemble en tête, et y compris la question environnementale en tête, pour que dans l'optimisation de sa logistique, ça soit un des leviers d'action, et un levier d'action positif et non pas vécu comme une contrainte. Donc, voilà, pour nous, en tant que formateurs, c'est ça notre enjeu, c'est que tous les jeunes, mais aussi les moins jeunes, puisqu'on a de la formation continue, ils aient ce schéma-là en tête. Et si je peux, excusez-moi, je voudrais rajouter encore quelque chose. Et ça, en tant que formateur, on ne doit pas le faire tout seul, mais on doit le faire avec les industriels, avec le milieu économique, avec les ports, et aussi avec les territoires. Donc ça passe aussi, voilà, on n'est pas chacun dans nos silos isolés, mais ça passe au contraire par de la communication et de l'échange. Alors justement, on est un peu en retard, mais j'allais arriver à ce point-là. En guise de conclusion, quel serait votre message pour les maires qui nous écoutent? Antoine Herbin. Mon sentiment, mon avis, mon point de vue, c'est que la décarbonisation, c'est un sujet principalement d'investissement. Il faut investir lourdement pour réussir la décarbonisation dans plein de domaines, et singulièrement dans les ports qui ont toujours été les pourvoyeurs de l'énergie que l'on utilise.
les pourvoyeurs aussi des marchandises dont on a besoin. Et donc, pour réussir la décarbonisation, il faut investir lourdement dans les ports. C'est ce que nous faisons avec notre programme d'investissement de 1,3 milliard. C'est ce que nous faisons aussi en travaillant de façon partenariale avec les industriels pour qu'ils décarbonisent leur process industriel. Et ça passe aussi par de la mise à disposition et de la consommation de nouveaux fonciers, spécifiquement dans les ports. Et donc, investir lourdement. Et deuxième message, ne pas appliquer brutalement l'objectif de zéro artificialisation nette à l'intérieur des ports, parce qu'on a besoin de cet espace nouveau pour réussir la transition énergétique. Dominique Ritz, votre message aux maires qui nous écoutent. On a besoin des collectivités pour développer le transport fluvial. On a, avec le transport fluvial, une chance extraordinaire. On a un élément de réponse aux défis qui sont les nôtres en matière de changement climatique, de lutte contre les gaz à effet de serre. On a besoin des élus parce que c'est eux qui peuvent, au travers de l'exemple qu'ils peuvent donner quand on a une collectivité bord à voie d'eau et qu'on recourt à la voie d'eau dans ces marchés publics en mettant des dispositions qui incitent à l'usage de la voie d'eau, on invite les gens, les acteurs économiques à utiliser la voie d'eau. Lorsque on a des règles qui s'appliquent sur le domaine routier qui j'allais dire, rendent un petit peu peut-être plus difficile le cheminement des poids lourds, on invite aussi à utiliser la voie d'eau. Et enfin, quand on regarde la voie d'eau, et que en tant que collectivité, on se dit qu'est-ce que je vais faire des berges, comment je vais les aménager, etc. Et qu'on intègre dans cette réflexion aussi l'usage de la voie d'eau comme système de transport, eh bien, on préserve cet usage de la voie d'eau. En Île-de-France, c'est 12% à peu près du linéaire qui est aujourd'hui dévolu à un usage logistique et économique. Ce n'est pas beaucoup. Si demain on le réduit encore plus, eh bien, nous aurons encore plus de difficultés à utiliser la voie d'eau et je pense que ça serait une erreur. Antoine Frémont, et ce sera le mot de la fin. Quel est votre message ? Je pense que moi, le message le plus important, je pense que c'est qu'il faut ne pas voir la décarbonation comme en contradiction avec l'activité économique. Bien au contraire. Et donc, c'est comment la décarbonation devient un levier à l'échelle internationale. On est aussi dans des enjeux de compétition économique. Comment la décarbonation devient pour le territoire français, pour les territoires plus localement, pour l'axe Seine, un levier de compétitivité et un levier d'avantage comparatif à l'échelle internationale. Et ça, voilà, je pense qu'il n'y a pas de contradiction entre les deux. Bien au contraire, c'est un levier de progrès. La décarbonation n'est pas une contrainte, c'est un levier de progrès considérable. Et d'attractivité, en fait. Et donc, d'attractivité, exactement. Merci pour ce message positif et merci à tous les trois.